refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com, mais également sur la plupart des portails de partage de vidéos, sur le site Clubic, sur Electron Libre, sur le CD-ROM magnifique du magazine iCreate, sur l'application iPhone, mais également désormais, Cédric, Android. On refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPhone, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, nous allons parler de marché de la musique des concurrents d'iTunes. Tout de suite, c'est le sommaire. Alors qu'iTunes Match débarque aux États-Unis pour héberger dans les nuages l'intégralité ou presque de votre discothèque, Apple doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus effrénée. Précurseur à l'ouverture de sa boutique de téléchargement de musique, l'iTunes Store doit désormais affronter une nouvelle génération de services basés sur un tout autre modèle, le streaming. Avec Deezer ou encore Spotify, fini le téléchargement de morceaux, vive l'écoute à la demande et en illimité contre le versement d'un abonnement. Alors quel modèle va s'imposer? La nouvelle offre de Google, véritable copier-coller de celle d'Apple, monte-t-elle qu'iTunes a encore de beaux jours? Débat, on refait le Mac, épisode 80, et oui déjà, iTunes, Deezer, Spotify, Google, le match. Avec nous aujourd'hui autour de cette mosaïque numérique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, cette semaine? Je suis à Tokyo. Donc je devrais vous dire konnichiwa, mais konnichiwa c'est à partir de 11h du matin. Ici il est 8h24, donc ohayo gozaimasu, comme on dit, de bon matin ici. Et j'ai une jolie vue sur la baie de Tokyo où il fait pas beau, mais c'est pas très grave. Autre invité, une nouvelle tête ce soir en lieu et place de Rodrigo et un peu de charme, un peu de volupté, ça fait pas de mal. Une fille dont on refait les Macs, messieurs, dames, c'est Fanny Bouton du site fannysparty.com. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ah bah ça fait du bien. Ça fait du bien de voir autre chose que des barbus, hein. Ça fait vraiment du bien. C'est pas la première fois qu'il y a une fille dans On refait le Mac, je suis en train de réfléchir. Oui, mais ça, les gens ne le savent pas. Ah bah, oui, il y a eu... Mais l'émission n'avait pas marché, l'enregistrement n'avait pas fonctionné ce soir-là. Ah oui, c'est vrai. J'ai croisé le doigt que ça marche. Oui, c'est pas... Attention, vous, hein. Ce n'est pas encore gagné. Voilà. Autre nouvelle personne dans On refait le Mac, beaucoup de premières ce soir, c'est Julien Odara. Bonsoir Julien. Bonsoir Olivier. Alors Julien, tu es là ce soir parce que tu es un ancien d'une major de disques qui s'appelait Warner, tu es resté de nombreuses années là-bas, tu as lancé en France un site de streaming de musique qui s'appelait Warmy, qui depuis a été fusionné avec Deezer, donc tu es bien placé pour parler du marché de la musique, en France notamment, c'est bien ça Julien? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Et autre personne que vous connaissez bien dans On refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier. Bon alors ma petite blague pourrie de début d'émission, donc il y en a marre de la technologie, je vous rappelle quand même aujourd'hui un truc essentiel, c'est la journée du Beaujolais nouveau, et ça c'est pas à Tokyo que t'en auras Cédric. Tu rigoles? Attends, mais pas du mauvais, du très bon, parce qu'ils le vendent atrocement cher et que il arrive l'avant-veille à l'aéroport de Narita, et il fut un temps où il y a des Japonais qui allaient la veille prendre une chambre d'hôtel à côté de l'aéroport pour être les premiers à le boire. Bon, personne leur a dit que ça n'a aucun intérêt, hein, je veux dire, mais tu sais, les Japonais sont très comme ça, ils aiment bien les rituels, les trucs qui arrivent à date fixe, etc. Donc non, le Beaujolais nouveau, il y en a partout ici, partout. Oishi. Oishi. Messieurs, si on parlait un peu du sujet du jour, à savoir du marché de la musique, alors bien sûr nous avons à plusieurs reprises dans cette émission essayé d'inviter les responsables des sites notamment de streaming à participer à cette émission, mais évidemment c'était en vain, ils ne voulaient pas parler d'Apple, hein, donc dont acte, donc on s'est débrouillé autrement. L'actualité cette semaine, tout d'abord, c'est l'arrivée, messieurs, dames, il faut que je m'habitue, hein, d'iTunes Match. Ce soir, je regrette un peu qu'on ait une solution de visioconférence, j'aurais préféré que ce soit autour de moi. C'est un coup à prendre, tu vas voir, tu vas y arriver. Bah ouais.
Bah oui. Donc l'arrivée d'iTunes Match, c'est quoi, messieurs? iTunes Match, c'est pas toujours très clair par rapport à iTunes Cloud. C'est une version dédiée d'iTunes où cette fois-ci il scanne l'ensemble de votre bibliothèque musicale et vous propose de télécharger directement depuis iTunes vos morceaux que vous avez déjà dans votre Mac ou dans votre PC pour ensuite le partager sur vos différents e-bidules ou ordinateurs. Et une particularité, messieurs, de cette fonction qui est arrivée d'abord aux États-Unis, c'est pas pour la France cette semaine, c'est qu'elle permet quelque part de blanchir des titres piratés, c'est-à-dire en clair des titres que vous avez téléchargés on ne sait pas où. Apple les légalise puisqu'il va aller chercher le titre équivalent sur l'iTunes Store et en plus dans un meilleur échantillonnage. Alors première question pour Julien, toi qui connais bien les maisons de disques, comment ils ont pu laisser passer ça, parce que d'habitude ils sont plutôt très regardants dans ce domaine. Julien. Aujourd'hui, iTunes, c'est quand même un énorme vendeur de disques aux États-Unis. Faut pas oublier. C'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Enfin, je sais pas si on peut parler de disques, en tout cas quelque chose avec de la musique dedans. C'est le numéro 1, donc ça on vient de le dire. Et je crois qu'il y a une certaine confiance quelque part des maisons de disques envers Apple. Une peur, mais une vraie confiance. Je pense que depuis le début, l'argumentaire d'Apple, oui, quand ils ont lancé iTunes, c'était de dire de toute façon, c'est simple. Votre choix, c'est simple. Soit vous offrez au public des moyens d'acheter de la musique simplement à un prix correct. L'alternative, c'est le piratage. Donc en gros, votre alternative, c'est entre gagner pas beaucoup et gagner 0. L'alternative, elle a pas énormément changé. Sinon, qu'il y a peut-être maintenant, en regard de tout ça, et on en parlera, des offres de streaming intéressantes. Donc, et je suis pas d'accord depuis le début sur ce terme de légalisation. Ça légalise rien. On va dire que c'est une version un peu améliorée de ce que font Amazon et Google, qui vous permettent de stocker vos MP3 quelle que soit leur provenance. Eux ne valident pas. La différence, que là, par exemple, si tu rentres, tu mets que le titre, il va te mettre tous les tags comme il faut, il va te mettre la jaquette, et puis si je l'avais en 64 kilobits, il va me le mettre en 56. En gros, il vous met votre collection de MP3 au propre. C'est pas mal, hein. Moi je trouve ça sympathique. Que ça coûte quand même $25 par an. Voilà, c'est pas gratuit. Et que donc j'imagine que là-dessus les maisons de disques doivent toucher un petit peu. C'est pas que Apple. Mais c'est pas que un petit peu. Et c'est pour ça peut-être que ça n'existe pas ailleurs qu'aux États-Unis, parce que les avances ont été payées pour les États-Unis. Ils testent peut-être le truc, et puis ils verront s'ils paieront des avances pour le reste du monde. Voilà. En clair, ce que tu es en train de nous expliquer, Julien, c'est qu'ils testent d'abord le marché aux États-Unis et s'ils sont convaincus, ça va s'ouvrir dans le reste de l'Europe, ou ça se négocie territoire par territoire? Toi qui connais bien ce marché. Ça se négocie de toute façon territoire par territoire. Il y a une vraie volonté des majors de tester aujourd'hui, comme ils l'ont fait avec iTunes, ensuite ils l'ont fait avec Deezer, puis avec des Spotify ou équivalents. Et voilà, c'est la méthode. Est-ce que c'est le fameux East of New York, Nothing Exists? Je suis pas sûr. Je crois qu'ils testent d'abord sur les États-Unis. Est-ce qu'ils testent le produit, ou est-ce qu'ils testent le modèle, ce que Apple va reverser ou ce que les majors vont demander? Ça, c'est la question. Monsieur X, ça n'a pas toujours été une histoire d'amour entre Apple et les maisons de disques. Si on lit notamment la biographie Steve Jobs qui est parue le mois dernier, on s'aperçoit que les maisons de disques, quelque part, ils ont l'impression de s'être un peu fait avoir par Steve Jobs, notamment sur la négociation du prix des titres. Ça n'a pas toujours été... Voilà, ouais. Il a imposé un prix à 99 centimes. Et les maisons de disques se sont rendues compte après que peut-être que c'était pas assez, à leurs yeux en tout cas. Non, mais moi je dirais que c'était des victimes consentantes, au sens où quand ce que Julien fort justement appelé le test. C'est les meilleurs, celle-là. Elle insulte leur plein gré. Ouais. Julien appelait le début d'iTunes un test. Effectivement, c'était un test. Et je pense pas au début, quand les premiers majors ou les premiers labels ont signé avec iTunes, ils pensaient qu'Apple réussirait son coup. Voilà. Et puis le succès a dépassé même les attentes d'Apple, et après les majors se sont retrouvés en position de faiblesse, ce qui a permis à Steve Jobs d'imposer le prix unique à 99 centimes. Et puis de populariser iTunes autour de ce prix unique à 99 centimes, jusqu'à il y a quelques années, quand il a enfin accepté de rediscuter avec les majors. Mais si je puis me permettre, moi je pense que le débat, là, tel qu'on le langage, il est un petit peu manchot ou cul-de-jatte. On parle musique, donc on parle évidemment beaucoup de majors. Moi, ce qui m'étonne le plus dans iTunes Match, c'est de me mettre dans la peau d'un client lambda Apple.
Et je ne comprends toujours pas à quoi iTunes Match va me servir, puisque effectivement ça va me donner l'occasion de laver mes MP3 et de les obtenir peut-être en meilleure qualité, mais c'est limité à 25 000 titres, si j'ai bien compris. Limité quand même, il y a de quoi avoir revenir, monsieur X. Oui, mais c'est limité, donc je n'ai pas un vrai accès à un catalogue complet par rapport à des solutions de streaming, et puis deux, aujourd'hui, iTunes Match, la mise à disposition d'un catalogue limité sur mes e-devices, mon iPhone, mon iPod, quand mon iPhone fait 32 Go, mon iPod fait 64 Go, je ne vois pas vraiment à quoi ça me sert. Je comprends bien le service de Google Music, c'est mes MP3 à moi que je mets là-haut, et je peux en mettre 6 millions si je veux à la limite. Je comprends bien les services de streaming, Deezer et Spotify. iTunes Match, en tant que client, je vois pas trop l'avantage pour moi de payer $25, et c'est surtout ça qui m'étonne. Mais si, peut-être que ça va te permettre de redécouvrir Ping. Non, je déconne. Fanny qui a encore rien dit, tu en penses quoi d'iTunes Match? Pour rebondir sur ce que disait Monsieur X, effectivement, on peut pas. Qu'est-ce que ça apporte? Quelle valeur ajoutée par une solution classique de téléchargement ou par rapport aux solutions de streaming? Mais apparemment, je ne vais pas dire de bêtises, mais iTunes Match, on peut streamer sa musique. On n'a pas besoin de l'installer sur son téléphone, ce qui permet par exemple, lorsqu'on a oublié de synchroniser son téléphone avec iTunes, d'écouter un morceau en balade en 3G ou en Wi-Fi. Par exemple, Fanny. Après, sur des solutions, je sais pas, comme Deezer, il y a des petits soucis souvent de streaming quand on est dans la rue, si on n'a pas encore uploadé via le Wi-Fi tous les morceaux dans le téléphone. Donc, est-ce que ça va améliorer la solution? Je sais pas. Voilà. Bien. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux modèles. Il y a le modèle d'Apple qui est celui du téléchargement pur. Là, il s'ouvre au cloud. Ils avaient racheté Lala il y a 2 ans maintenant. C'était l'une des premières émissions dont on fait le Mac qu'on avait fait tous ensemble. On s'aperçoit que le modèle est bien différent de celui d'un Deezer et d'un Spotify. Rappelons, Deezer et Spotify, donc c'est une solution de téléchargement. À l'origine, c'était des solutions de téléchargement de streaming, pardon, qui étaient à l'origine pour l'ordinateur. Et peu à peu, messieurs, on a vu évoluer leur modèle. Ils sont passés du modèle totalement gratuit sur ordinateur avec l'arrivée du mobile à des modèles qui étaient de plus en plus payants aujourd'hui, Cédric. Surtout, l'énorme différence, c'est que c'est un modèle qui est fondé sur l'abonnement. Avant même de se demander comment ça fonctionne derrière en termes de technologie. Moi, je suis désolé, mais moi, j'ai switché, comme on switchait du PC au Mac, j'ai switché, en l'occurrence, à Spotify, mais j'aime bien Deezer aussi, enfin, j'utilise les deux pour tout dire. Et il y a un effet de cliquet, il est impensable de revenir à gérer une bibliothèque de MP3. Enfin, c'est tellement année 2000 votre truc que je comprends. Non, mais honnêtement, je ne comprends même pas. Soit vous avez une consommation très limitée de musique, vous avez vos albums préférés, vous écoutez que ceux-là, vous rajoutez 2 albums par an, auquel cas, ouais, ok, super, continuez sur du MP3. Si vraiment vous avez envie de découvrir de la musique et d'écouter sans vous emmerder, etc., à ce moment-là, de fait, vous allez payer 10 € par mois, ou ça va être intégré dans votre abonnement comme chez Fanny, mais il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. D'où, s'il vous plaît, répondez à ma question, à quoi sert iTunes Match? Qu'est-ce que iTunes Match apporte aux clients? Est-ce que, Monsieur X, iTunes Match, finalement, c'est pas juste une commodité pour les hardcore buyers d'iTunes? Ouais, finalement. Moi, je pense que sur ce coup-là, Apple est suiveur. Bon, on n'est pas toujours habitué à ça, mais je pense qu'effectivement, il rattrape la concurrence. Ça permet d'avoir un service de streaming qui est basé sur CMP3, de pouvoir en avoir une version de haute qualité, mais voilà, oui, c'est sans doute peut-être pour les fans de la marque, comme tu dis. Alors, mais dépenser $25. Des hardcore iTunes buyers, en fait. C'est des gens qui achètent beaucoup de titres sur iTunes, qui veulent pouvoir les avoir partout, Julien, et qui n'ont pas de câble. Pour répondre à Cédric, est-ce que toi, qui connais bien le marché, qui suis bien les études de marché dans ce domaine, les gens ont besoin encore aujourd'hui, notamment les nouvelles générations, de posséder, physiquement, le terme n'est pas adéquat puisque c'est du dématérialisé, mais besoin de posséder de la musique plutôt que d'avoir un abonnement. Quel est le modèle qui te semble le plus tendance pour l'avenir aujourd'hui? Apple semble dire non à l'abonnement, c'est banni chez Apple les modèles d'abonnement, et considère que les gens doivent continuer à acheter de sa musique, quitte à le retrouver après dans le cloud, mais il faut avoir sa musique déjà achetée, alors que Deezer ou Spotify, on a un abonnement et on peut écouter n'importe quelle musique qu'on en soit, à des conditions bien sûr qu'elle soit au catalogue, mais ça on va revenir parce qu'il y a des progrès à faire de ce côté-là. Alors justement, Julien. Justement, la première chose, si je ne m'abuse, les titres que tu as achetés
sur iTunes sont sur le cloud, sur le iTunes Match. Ils sont sur iTunes Cloud. Ils sont sur le cloud. Ouais. Et sans abonnement. Ça, t'as pas besoin de payer. Donc c'est pour ça aussi que je parle de commodité. Et je crois que ce que veut faire Apple, mais je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, c'est de dire si quand on arrête son abonnement de streaming, on retrouve plus ses titres, nous ça nous convient pas. On veut permettre aux gens de les posséder ad vitam. Voilà, sans être obligé de payer. Et je crois que c'est ça le parti pris d'Apple versus un Spotify, un Deezer, un Simfy, un RDO, un Moog, j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, je crois que c'est vraiment ça la grosse différence. Est-ce que c'est le parti pris des maisons de disques ? Est-ce que les maisons de disques préfèrent vendre de la musique plutôt que de distribuer comme ça, de toucher des dîmes sur chaque morceau lu sur Spotify ou Deezer ? Je pense qu'ils préfèrent vendre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui l'info qui est tombée. Là, je suis en train de lire un papier qui est paru sur le site de Libération. Aujourd'hui, il y a près de 200 labels qui ont déserté Spotify. C'est le label, je cherche le terme. Prédiction prise par. Donc, c'est ST Holding, qui est un distributeur de 238 labels indépendants, qui a décidé donc de renoncer à Spotify. Je le cite, c'est très sévère, donc je modère un peu. En tant que distributeur, nous devons faire ce qui est de mieux pour nos labels. La majorité d'entre eux ne veut plus que leur musique soit sur de tels sites. Ils parlent de Deezer et de Spotify. Ils ne rapportent pas que peu d'argent aux labels et ont un effet nuisible sur les ventes. Forcément. Et en plus, les labels ont le sentiment que leur musique perd toute sa spécificité en étant exploitée comme une marchandise qui a très peu ou aucune valeur. Pour reprendre l'expression de l'un des labels, gardons notre musique spéciale. Fuck Spotify. Waouh! Ah, c'est chic. En fait, l'énorme problème, c'est que Spotify appartient en bonne partie aux majors. C'est-à-dire que Spotify a lâché des pans entiers de son capital. Je disais, j'ai qu'un début de barbe, mais je vais faire mon Rodrigo quand même. Ce qui veut dire que, de fait, quand on dit les majors touchent pas beaucoup, je suis pas d'accord. Moi, sur les 10 € que je lâche par mois, il y en a énormément qui partent dans la poche des majors. Je sais plus si c'est de l'ordre de 70%. Donc ils s'en sortent pas mal. De fait, les petits labels indépendants qui sont pas au capital de Spotify, ça a moins d'intérêt, à part la visibilité, à part la distribution, à part tout ça. Mais oui, ça peut être compréhensible. Mais ils préfèrent vendre. Alors aujourd'hui... les petits labels, ils préfèrent vendre, c'est très clair. Mais est-ce que les gros labels se disent pas qu'il vaut mieux vendre un titre 1 €, t'enlèves la taxe, ça fait 80 centimes, je crois qu'ils doivent les vendre 65, 67 centimes le titre. Ça, c'est fait. Pascal Nègre disait, quand quelqu'un écoute 5 fois sur un titre en streaming, ou 10 fois, il n'a plus envie de l'acheter. Est-ce que ça lui rapporte autant 10 fois en streaming qu'une fois acheté ? Non, mais c'est un truc à juger sur la globalité, parce que moi, j'ai jamais donné autant d'argent aux majors que depuis que je suis abonné à Spotify. Jamais. Ok. Alors, très bien. C'est-à-dire, avant, tu téléchargeais, quoi. Non, mais avant, j'avais des CD, j'achetais des trucs à la demande, mais j'achetais pas, très honnêtement, j'achetais pas 10 € de musique par mois. Avant tu commandais tes CD à Noël, ou tu avais ta collecte, tu essayais d'avoir tes 10 CD. Ça a un peu changé. Au jour d'aujourd'hui, donc le coût de revient pour les prix, donc pour Spotify, c'est 4,99 € pour la version Unlimited. La version Premium, c'est 9,99 €. Alors, ce qu'il faut dire, parce que les gens ne savent pas tous encore, c'est que la version Premium, Cédric, non seulement donc on peut écouter toute la musique que l'on veut, mais on peut écouter sa musique hors connexion, c'est-à-dire avec son iPhone ou son Galaxy S2 pour... Surtout, c'est ça. La version 5 €, c'est sur ton Mac ou ton PC. On va dire simple, la version mobile, c'est 10 €. Bon, tu peux aussi l'avoir sur ton Mac et sur ton PC, toutes les machines que tu veux, et sur ton Sonos, enfin voilà. Et de fait, tu peux synchroniser tes pistes hors connexion. C'est-à-dire que j'ai sur le Galaxy S2, je dois avoir une vingtaine de playlists qui sont synchronisées à l'intérieur du téléphone. C'est pas des MP3, je peux pas les recopier, mais je peux les écouter même quand je suis dans un train, un avion, enfin quand j'ai pas de connexion Internet. Il faut juste penser à le faire avant de partir. Tant que tu es abonné. Ça, tu le fais une fois. Tant que je suis abonné, parce que tous les 30 jours, Spotify va vérifier que je suis bien encore abonné. Mais c'est une contrainte quand même très légère pour avoir. Moi, il m'est arrivé de faire des trucs où j'avais les larmes aux yeux tellement c'était beau, quoi. J'entends. Attends, je te fais le user scénario. Je suis dans un taxi. J'entends. Je me souviens plus ce que c'était. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que la responsable de Spotify est charmante, mais quand même c'est. Je démarre Shazam pour reconnaître le titre. Je fais putain, je connaissais pas. C'est génial. Je clique dans Shazam, ça me l'ouvre dans Spotify. Je prends l'album, je dis créer une playlist synchronisée en 3G. Donc j'ai un peu pompé de la 3G dans le taxi entre la maison et Charles de Gaulle. Et j'ai eu l'album à écouter dans l'avion, voilà.
Ouais. Et ça m'a pas coûté 1 euro de plus. So chic. Julien, tu disais Julien tout à l'heure que la réflexion de Pascal concernant les 5 morceaux, est-ce que c'est la raison pour laquelle justement aussi bien Spotify mais aussi Deezer, Cocorico, c'est français, il faut en parler, que Deezer, donc aujourd'hui ils ont changé leur manière, l'écoute illimitée sur ordinateur c'est fini aujourd'hui sur ces portails de streaming, et ça c'est certainement la pression des maisons de disques, le fait qu'on ne peut plus, tu tenais l'exemple des 5 lectures, maintenant sur Spotify dans le mode gratuit on ne peut pas écouter plus de 5 fois le même morceau par mois, voilà, par exemple, ça correspond bien à ce que tu disais, ça c'est fait. Voilà, mais en mode gratuit. En mode gratuit. En mode gratuit. Si après tu payes un abonnement, comme on paye tous un abonnement à un service de streaming, voilà, tu peux l'écouter 250 000 fois si ça te fait plaisir. Alors parlons d'offres maintenant. Il y a à peu près 15 millions de chansons aujourd'hui sur Spotify, 10 millions sur Deezer. Est-ce que véritablement, il y a un gros écart entre Deezer et Spotify alors, là-dessus, si je puis me permettre, je ne pense pas qu'il y ait un gros écart. Mais l'important, c'est l'écart par rapport à iTunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les catalogues des sites de streaming est comparable à l'offre payante d'iTunes au titre, au morceau? Je pense que c'est comparable, sauf pour les labels qui veulent pas être streamés. Voilà. Je sais que c'est une réponse de Normand. Ça tombe bien. Mais voilà. Avant de parler de Deezer plus spécifiquement, l'arme secrète, messieurs, dames, peut-être de Spotify. Spotify grandit, une boîte européenne, et ça fait plaisir, c'est pas une boîte américaine, est arrivée aux États-Unis que très récemment. Aujourd'hui, elle a à peu près 2 millions d'abonnés payants. Je crois qu'elle a gagné, je ne vais pas dire de bêtises, quelque chose comme 70 000 abonnés en une semaine, rien qu'aux États-Unis, ce qui est beaucoup pour Spotify. L'arme secrète de Spotify, Cédric, c'est Facebook. Oui, parce que là, je ne sais pas du tout sur les 70 000, mais 70 000, ça devait être dans les 4 premières heures. Elle a gagné 4 millions d'abonnés. 4 millions d'utilisateurs, parce que pour l'instant aux États-Unis l'utilisation de Spotify au travers de Facebook est gratuite, je crois que c'est encore le cas depuis le lancement. Ça faisait longtemps qu'on attendait des alliances. On s'aperçoit en fait que ces services de streaming s'en sortent mieux quand ils s'allient à des plus gros qu'eux. On l'a vu avec Deezer et Orange qui inclut maintenant, Fanny peut en parler, l'abonnement à Deezer dans certaines de ses offres, donc forcément c'est sans douleur et c'est de l'abonnement et c'est du revenu récurrent, et idem aux États-Unis où ça faisait longtemps qu'on attendait. On attendait soit que Facebook lance son propre service de musique parce que le partage de musique ça marche bien, soit qu'il s'allie à d'autres, et ils l'ont fait avec Spotify et avec d'autres, mais d'abord avec Spotify, même si ça fait grincer des dents, et toujours, parce que moi j'en ai assez à chaque fois que je lance Spotify qui me disent: vous êtes sûr que vous ne voulez pas partager en temps réel ce que vous écoutez sur Facebook? Non, foutez-moi la paix. Surtout que si tu es nouveau un nouvel abonné de Facebook, tu es obligé de lier ton compte Spotify. Je crois que c'est fini ça, parce qu'il y a eu une prise de tête publique entre Sean Parker et Mark Zuckerberg. Ce qui n'est pas obligé, c'est que tu n'es pas obligé de publier sur Facebook, mais apparemment ça veut dire est obligatoire. Ça veut dire que tu connectes avec Facebook Connect et après tu dois déconnecter l'Open Graph depuis Spotify. Non, mais en fait il faut aller dans les paramètres et dire: je partage ce que j'écoute, mais je ne le partage qu'avec moi-même, par exemple. C'est pratique. Voilà. Facebook justifie ça par un souci de simplification de l'inscription, quoi. Oui, c'est vrai, c'est plus simple, bien sûr. Bien sûr. Et Deezer l'a pas fait. Non, mais non, il y a une grosse prise de tête parce que Zuckerberg avait dit il faut qu'il soit indispensable, non pas de partager, mais au moins d'avoir un compte Facebook pour les Américains, pour pouvoir s'ouvrir un compte sur Spotify. Et je crois que ce n'est plus le cas, mais c'est à vérifier. Mais il y a une grosse prise de tête entre les deux. Peu importe. Mais oui, non, l'alliance avec Facebook, elle est majeure aux États-Unis parce que ça leur permet de faire. C'est véritablement. C'est une alliance. Le fait d'être présent aujourd'hui et de pouvoir écouter sa musique, c'est plus qu'une présence. C'est tout le logiciel qui est intégré à Facebook aujourd'hui. Parce qu'il faut préciser que par rapport à iTunes, Spotify, c'était un logiciel. Alors que Deezer, ça s'écoute sur un site. Spotify, c'était un logiciel. Et là, il est totalement intégré à Facebook. C'est assez bluffant, Cédric. Oui, non. En termes de... Mais
que tu utilises le logiciel ou non, c'est pareil. On peut faire écouter. Absolument. Ah non, mais c'est magique. Ouais. C'est trop magique en fait. Moi j'ai tendance à penser parce que le côté du partage automatique en temps réel de tout ce que tu écoutes titre par titre, c'est super gonflant. Et puis en plus ça fait exploser le stream de news qui défile dans la colonne de droite. Et à un moment, si tu veux, le fait que machin que tu connais à peine et que t'as accepté comme ami, tu te souviens plus trop pourquoi, soit en train d'écouter René Lataupe, dans l'ensemble tu t'en tamponnes quand même assez sérieusement quoi. Tu as trop d'amis. Ah ouais mais non. Non, pas René Lataupe. Tu peux pas critiquer René Lataupe, c'est complètement interdit ça. Pourquoi ? Ah mais non, c'est trop bon. C'est de la musique française, monsieur. Ah oui, français. Un beau micro qui grince. Écoutez. Pour revenir à Spotify et Facebook, est-ce qu'on ce mariage de réseaux aujourd'hui peut pas aller plus loin et carrément une fusion ça prend le chemin, non, messieurs? Non. Il y a eu un papier tout pourri dans OVNI cette semaine, mais vraiment un papier tout pourri. Tout pourri. C'est pas gentil de dire. Ah oui, on est d'accord parce qu'en fait avec Julien Audara, on a été parmi les deux à commenter en disant mais les mecs, mais ils ont titré quelque chose sur, enfin je me souviens plus c'était pas Facebook rachète Spotify, mais en gros c'était ça quoi, c'était voilà. C'était se paye Spotify ou un truc comme ça. Ouais, Facebook, je sais plus, mais enfin alors, tu lisais le titre et tu disais ah bon ça y est Facebook a racheté Spotify, alors qu'en fait pas du tout, il y avait zéro nouvelles infos à l'intérieur, il y avait des infos sur la structure financière de Spotify, ce qui est pas inintéressant, mais qui là pour le coup était hors sujet. À la limite il aurait fallu titrer la structure financière de Spotify avec les filiales au Luxembourg, le machin, la technologie, qui a des parts de quoi, Sean Parker, très bien, super papier, vachement intéressant, je pense que Rodrigo peut nous faire un commentaire très bien là-dessus, mais rien à voir sur Facebook et Spotify, donc le papier avait zéro nouvelle info, et puis vous assénez des trucs comme des vérités premières en disant haha, on vous avait bien dit que, et en fait il y avait zéro info, et autant j'aime bien OVNI, autant j'aime bien Guillaume Dasquier qui a co-signé le papier, autant là c'est du non-boulot quoi, et on l'a dit dans les commentaires, et eux persistent et signent en disant ah mais nous résistons aux sirènes des relations publiques de Spotify. Je t'emmerde. Je veux dire, ton papier c'est un non-papier, ton titre c'est pas un titre, t'as qu'à faire le job. Cédric Ingrand. Non mais c'est vrai. Attends mais je demande de vous arrêter. Mais le type à qui tu fais la remarque, désolé, ton titre n'a pas beaucoup de rapport avec le contenu et il survend quand même largement ce qu'on apprend après dans l'article et qui te dit ouais nous persistons parce que nous sommes des vrais journalistes. Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là et j'aime bien OVNI, mais là c'est du non-boulot et à un moment il faut quand on se plante il faut avoir le courage de dire ah oui c'est vrai on a un petit peu merdé. Voilà. Bon, il n'empêche quand même, Cédric, que le succès fulgurant de Spotify aux États-Unis est, comme le disait Olivier, très lié à sa présence sur Facebook. Donc, pour faire simple, Spotify est, pour moi, totalement dépendant de Facebook dans sa réussite, parce que c'est de là que viennent les abonnements payants. Et puis peut-être qu'un jour, Spotify va se dire bah tiens, ils nous tiennent par le col, pour pas dire pire. By the short and curlies. Voilà, donc il va y avoir une dépendance, et quand il y a une dépendance commerciale, la question pour moi va se poser. Oui, mais le problème c'est que la majorité du capital de Spotify, elle est chez les majors. Oui, mais tu sais bien, Cédric, que s'il y a de ça 6 mois, on avait fait un ORLM sur Google va racheter Motorola. Rodrigo, toi, Olivier, Fanny, moi j'aurais dit bien sûr, c'est plausible. On aurait rigolé. C'est vrai qu'on aurait souri. Voilà, ça qui voulait le Motorola. Ça peut paraître plus proche comme opération financière d'avoir Facebook qui rachète Spotify et Google qui rachète Motorola. Oui, mais les Américains te le diront. Why buy the cow? Pourquoi acheter la vache quand elle l'est gratuitement? Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont acheté la vache pour le lait. Facebook n'a pas besoin de contrôler Spotify, ils l'ont en fait. Enfin, ils ont le service, ils ont tout ce qu'il faut. Les revenus à côté sont des trucs un peu accessoires pour eux parce que ça drive l'engagement, comme on dit en français. Habit transition, Cédric, sachant que Monsieur X, je me tourne vers Monsieur X, puisqu'il était chez Apple à ce moment-là, sachant qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment dire, même si ça brasse beaucoup d'argent aujourd'hui, l'iTunes Store, c'est pas les revenus premiers d'Apple. L'iTunes Store sert à vendre des iPods, des iPhones, des ordi, des Apple TV, etc. Voilà. En clair, Facebook, il a le beurre et l'argent du beurre. Ils s'en foutent de ne pas avoir l'argent de la musique, même si c'est toujours bon à prendre. Ce qu'ils veulent, c'est le trafic. Et là, ils l'ont, Monsieur X. C'est bien ça le modèle d'Apple. Oui, alors bon, il faut quand même nuancer, Olivier. Je veux dire, quand l'activité d'iTunes était majoritairement la musique, effectivement, Apple ne faisait pas d'argent dessus, même s'ils avaient une structure de coût plus optimisée que d'autres, avec les histoires de TVA au Luxembourg, etc. Mais le but n'était pas de gagner de l'argent, était de vendre du matériel. Aujourd'hui, depuis un certain temps, iTunes, c'est plus que ça, c'est de la musique, c'est de la vidéo, c'est tout un tas de services. Je mets les applications pour iPhone à part, et moi, je pense aujourd'hui que iTunes est tout à fait rentable, même si ça reste pas la majorité. Donc, c'est un peu les deux.
Et je pense qu'à terme, Apple va en faire une source de revenus majeure, peut-être pas, mais importante, notamment avec la vidéo. Bon, on fantasme tous sur la TV d'Apple. Ça pourrait faire exploser la VOD sur iTunes à des niveaux où ça serait de fait une vache à lait et à profit pour Apple. Donc c'est en train de changer quand même. Et aujourd'hui, Apple sait faire du service. iTunes Match en est un bon exemple. Ça fera pas vendre un iPod de plus à un iPhone de plus, je pense pas. Voilà, donc c'est vraiment un dialogue de service là que nous propose Apple. Est-ce que quelqu'un se rappelle je vais faire mon vieil historien du web, la barbe qui commence à être blanche là ici, se rappelle du premier cloud musical, ça s'appelait mp3.com et ils avaient créé un truc qui s'appelait The Locker in the Sky. C'est exactement ce que Amazon a fait 10 ans après. Et tout part de là, c'est fondateur. C'est le Locker in the Sky de mp3.com. Radio Blog Club chez nous en France ensuite, et tout part de là. Ouais. En fait, mp3.com, c'était ce truc où tu pouvais envoyer justement tes fichiers mp3 pour qu'on te les restitue après à la demande, et qui a été à moitié fermé par les majors, qu'on dit « Ah, quoi ?» Mais c'était les mêmes majors qui avaient déjà, qui à l'époque, attaqué en justice les premiers fabricants de baladeurs mp3 en disant « Quoi ? De la musique dématérialisée, mais vous n'y pensez pas !» Voilà, sachant que le fondateur de Napster, aujourd'hui, il est Sean Parker, il est l'un des un bon actionnaire de Spotify, pour la petite histoire. Voilà. Ça fait longtemps qu'il croit à la musique dématérialisée, ça c'est sûr. Donc, et il avait même de chez blindé, ce garçon. Et entre les deux, il avait créé un service. On s'égare peut-être, mais un service qui permettait sur MySpace de rajouter un petit widget et de vendre les titres qu'on faisait écouter. Donc MySpace plus Sean Parker, ça fait Google Music. Oh pardon. Oups. Alors, si je peux boucler Olivier là-dessus, moi je crois qu'Apple est vraiment engagé dans une guerre de services et plus uniquement d'en vendre du matériel. Parce que si tu poses l'équation bête et méchante au tableau là, est-ce que l'avenir de la musique en ligne en général c'est Facebook plus Spotify ou c'est Ping plus iTunes Match? Tu t'aperçois quand même qu'Apple est en train de... Non, mais tu t'aperçois qu'Apple est en train de perdre son avance sur la musique numérique alors qu'Apple était devenu la référence là-dedans. Donc il n'y a pas la panique chez Apple. Seul aussi, monsieur On avait dit qu'on parlait pas de Ping. Ouais, c'est moche. Mais c'est vrai que depuis le lancement des offres dématérialisées, depuis le lancement des services de streaming, on se dit... ça manque quand même à la galaxie des services d'Apple, quoi. Mais le problème, c'est c'est un tel changement de culture, l'abonnement, le reste, etc. Apple est habitué à pas toujours arriver en premier sur des marchés de la technologie. Eux, ils arrivent quand ça marche. Voilà. Et c'est aussi un des génies de la marque, c'est de lancer les trucs au moment où ils savent que ça va se vendre. C'est pas forcément être pionnier, leur truc. Mais là, de fait, ça manque, quoi. Parce que iTunes, Ping, on a dit qu'on n'en parlait plus. iTunes Match, tout ça, c'est bien, mais ça ressemble à des rustines pour arriver à remplir le tableau des specs en disant si regardez on fait aussi ça nous on fait des trucs dans le cloud mais voilà il manque un truc quoi. Un petit mot sur Deezer. On disait que Spotify, son arme secrète, c'était donc Facebook. L'arme secrète, Fanny, de Deezer, c'est plutôt les opérateurs. Et en France, c'est Orange, c'est bien ça? Oui, ils ont carrément intégré l'offre dans certains abonnements. Donc, par le fait, on n'a plus qu'à activer son compte, à le lier à son numéro de téléphone et après à télécharger tous ces morceaux dans le téléphone. 1,2 million d'abonnés en mars dernier. Ah oui, quand même. Donc ça fait un bon chiffre. Ça fait pas mal. Est-ce que c'est pas ça, Fanny, ou les autres, le bon modèle, se dire aujourd'hui finalement, et ça c'est aussi un des rivaux importants d'Apple, les opérateurs téléphoniques, se dire que voilà, la musique, ça va être un service offert, façon de parler, mais inclus dans les forfaits téléphoniques, puisque même Spotify l'a repris avec SFR en France. J'avoue que c'est ce que disait Cédric tout à l'heure. C'est l'avantage, c'est qu'avec Shazam, on est n'importe où, on entend un morceau qui nous intéresse et on a juste à aller dans l'appli pour Deezer pour le coup et à taper le nom et à rechercher et c'est dans le téléphone et on peut écouter tout de suite à volonté. Et c'est quand même d'une
une simplification qui est assez agréable. Ce que ça résout surtout comme problème, c'est le problème de la facturation. C'est toujours difficile de faire payer les gens, même pour les faire payer pas cher. Si je te fais payer un service 1 euro, déjà je vais perdre 90% de mes clients potentiels par rapport au gratuit. C'est pas une question d'argent, c'est une question de passer à l'acte du paiement. Les opérateurs mobiles, ils ont déjà la main dans nos poches, donc c'est facile de rajouter un petit service en plus, etc. C'est pour ça que ça se fait. Exactement. Monsieur, avec ce fait que les opérateurs téléphonie mobile souhaitent comme ça banaliser la consommation de musique et surtout l'intégrer au forfait de sorte que ce soit $1 a priori pour les consommateurs, c'est pas une perspective qui va faire plaisir. Je vois pas pourquoi. Olivier, faut quand même se rappeler que pour que Deezer aujourd'hui soit proposé comme une option standard, par exemple chez Orange, et Spotify par exemple chez SFR, c'est que les majors sont d'accord. Donc je vois pas pourquoi elles avanceraient. Maintenant, elles sont prévenues des dangers, des avantages de ce type d'offres et de modèles commerciaux. Monsieur, avec ce fait que les opérateurs de téléphonie mobile tentent comme ça de banaliser et intègrent, je dirais, la consommation de musique et les forfaits des sites de streaming dans leur forfait de téléphonie, est-ce que c'est une perspective moi, je crois que ta question est une question du passé, Olivier. Si aujourd'hui on a... Non, mais c'est vrai. Absolument. Tac. Non, mais... Je suis un homme du passé, monsieur. Et blâme. Comme offre standard. Je m'en vais. Pour avoir 10 chez Orange et Spotify comme offre standard chez SFR. Bon, les majors sont d'accord. Il y a eu des travers dans ces services-là. Ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas. Ça ne plaisait pas aux majors. Maintenant, les choses sont aplanies et les majors, on sait, son capital de Spotify est pousse. C'est même pour elles l'assurance, comme le disaient Julien et Cédric, d'une large diffusion, et Fanny, une large diffusion de leur offre. Donc non, moi je vois pas en quoi ça gêne les majors, ou alors elles sont totalement schizophrènes. Bon, et on sait qu'elles peuvent l'être, défendre la création artistique et produire de la soupe pour être caricaturales, mais non, là je pense que les choses sont bien emmanchées et que les majors sont globalement contentes. En tous les cas, c'est l'hypothèse que je fais. Ouais, alors pourquoi, à vous écouter, messieurs, si aujourd'hui, parce que vous semblez, messieurs, dames, à peu près unanimes, j'arrête avec messieurs, dames, c'est pénible, mais à vous écouter, vous êtes unanimes concernant le fait que le modèle qui se dessine pour l'avenir, c'est plutôt celui du streaming. Pourquoi l'autre grand acteur qui débarque, qui vraiment se positionne aujourd'hui, qui a des moyens énormes, et qui se positionne aujourd'hui avec des moyens équivalents qu'Apple pour l'avenir, c'est Google qui a fait l'annonce aujourd'hui. Nous enregistrons jeudi soir, il a fait l'annonce aujourd'hui de son Google Music. Pourquoi Google a choisi le même modèle qu'Apple alors, à savoir de la téléchargement de musique via son site, c'est pas un logiciel, mais Google Music, ça reprend le modèle d'iTunes, Fanny. Oui, ça reprend le modèle d'iTunes. Il faut bosser, Fanny. Allez. Oui, c'est moi. Oui. Allez, on bosse. Oui, c'est c'est 20 000 titres, pardon, dont on va pouvoir avoir accès sur le cloud. Donc, et directement via tous les appareils Android. Donc ça ressemble quand même beaucoup. Mais voilà. Combien 200 000 titres? Non, 20 000 titres que tu peux stocker sur le cloud. Tu as 8 millions de titres quand même sur il y a 13 millions de titres avec 13 millions à terme, Sony Universal. Mais on peut en choisir jusqu'à 20 000. Alors, ils ont carrément copié-collé leur offre sur celle d'Apple. Donc, on achète, les prix sont alignés, 0,99 centimes de dollars. C'est des dollars, elle n'est pas encore sortie en France cette offre, et $1,29. Ça marche sur bien sûr Android, sur PC, sur Mac, mais pourquoi pas iPhone, il n'y a pas de raison non plus. L'offre bêta qui a été lancée avant l'été, il y a déjà eu 200 millions de comptes qui ont été créés en version bêta. On s'aperçoit, messieurs, que mois après mois, Google, c'est l'exemple avec la musique, construit véritablement brique par brique un écosystème véritablement équivalent à celui d'Apple et copie le modèle d'Apple. Et encore une fois, là, ils n'ont pas choisi le streaming. Pourquoi ? La grosse différence, c'est que chez eux, c'est pas stratégique. C'est-à-dire, ils savaient depuis longtemps que c'était un... Non, ça, c'est pas stratégique. Non, c'est pas pour stratégique. Pour vendre des Android, c'est pas stratégique que de proposer un kiosque musical. Écoute, jusque-là, ils en activaient plus de 500 000 par jour, tu vois, ça va pas leur changer. Je suis d'accord avec Monsieur Ingrand, moi. Voilà, il y a plus d'Android par défaut, il a pas tort. Que d'Apple.
voilà, chez Apple c'était stratégique, Monsieur X peut en parler parce que c'est ça qui a permis de vendre énormément d'iPod et c'était ça le modèle, c'était pas de vendre de la musique. Google compte pas sur les revenus de la musique pour arriver à faire gonfler ses revenus en fin d'année. Enfin pour eux tu l'as dit, c'est une brique de plus dans leur galaxie de services. Ça manquait, ils le rajoutent, tout va bien. Je pense même qu'ils auraient préféré de faire juste un service de stockage, mais ils se sont aperçus que les gens pouvaient avoir envie d'acheter de la musique directement sur leur mobile par exemple. Donc non, tout ça est bien logique, mais c'est pas Google est pas en train de miser son année 2011 sur le succès de Google Music. C'est une brique technologique en plus, ils sont très contents. Je pense que voilà, ils ont les moyens de le gérer, ils ont les moyens techniques et tout ce qu'il faut pour faire que ça fonctionne. Voilà, mais ça n'a pas du tout ce même côté stratégique. Un, c'est pas le cœur de leur offre, et deux, c'est même pas quelque chose qui va leur permettre de. Est-ce que ça va leur permettre de placer plus de terminaux Android ? Ça va aider. On va dire que ça peut pas nuire et que y a des gens qui seront agréablement surpris parce qu'ils vont découvrir sur leur Android ah cool, putain, il y a de la musique, voilà, ok, super. Mais voilà. Et Cédric, t'es d'accord, c'est un coup de com'. Julien. C'est pas un coup de com', on le fait parce qu'on peut le faire, parce qu'on a les moyens de le faire, parce que ça faisait longtemps quand même qu'ils y réfléchissaient et que j'imagine que comme souvent les négociations ont dû prendre un peu de temps. D'ailleurs, ils ont pas Warner encore dans les majors. Il y a Universal Music, Sony Music, EMI. Encore Warner. Et donc ils ont décidé de le lancer sans Warner, peut-être pour opérer une sorte de pression amicale sur Warner en disant regardez, c'est bien con, vous êtes le seul à pas être là. Apple a fait ça en son temps aussi. Exactement, les armes sont les mêmes pour tout le monde, donc voilà. Mais moi je perds pas le sommeil sur Google Music, c'est pas inintéressant, mais c'est pas voilà. Ils ont fait, je pense, le truc le plus simple possible, qui les engage le moins possible et qui demande le moins de maintenance possible. Et surtout, rappelons-nous que Google possède le plus gros service de streaming du monde. Ça s'appelle YouTube. C'est le plus gros. Voilà. Et puis tout le monde se gargarise avec j'ai 15 millions de titres. J'ai 18 millions de titres, de toute façon on s'en fout d'avoir 15 millions de titres, on ne va pas les écouter tous les 15 millions, il faut plus d'une vie pour ça. Le truc c'est que YouTube a réussi à avoir tous les bootlegs des titres, ils ont réussi à avoir toutes les versions de concerts piratées et pas piratées. Quand il y a un concert... Qu'est-ce que c'est que les bootlegs ? Les bootlegs, c'est les concerts enregistrés sous le manteau. Voilà. Ceux qu'on a achetés aux puces dans les années 90, it's so 20th century. Exactement. Voilà, encore à 7. Ceux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Sortez, monsieur. Exactement. Ouais. Mais il se trouve qu'il y a une richesse gigantesque chez YouTube. Et pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur Google et les contenus, ils sont quand même en train de sacrément s'équiper en termes de contenu. YouTube, ils ont eu un bout de la mémoire collective. On le voit, et pas qu'avec la musique. Pour moi, ils ont acheté un morceau de mémoire. Et ils vont en faire beaucoup de blé avec, mais ils ont quand même, je crois, essayé de s'acheter Hulu. Donc on dérive un peu de la musique. Hulu qui est un concurrent de Netflix aux États-Unis, qui a été monté par Fox et NBC Universal. Ils ont essayé de se le payer, certainement pour le mettre dans la Google TV. Donc effectivement, ils sont en train de construire une offre. La musique, c'est un petit truc en plus. Voilà. Je suis assez d'accord avec Cédric Ingrand. La valeur ajoutée en plus technique de l'offre de Google, c'est que c'est du 320 kilobits par seconde. Il y a beaucoup de questions sur Twitter. On va en parler tout à l'heure, mais beaucoup de questions récurrentes disant mais quid de la qualité, messieurs ? Est-ce qu'aujourd'hui, les offres en termes de qualité pour les audiophiles, pour ceux vraiment qui sont exigeants, quand on voit même la montée en puissance sur celui d'Igdoc pour iPhone ou pour tous les téléphones du marché, est-ce que l'offre qualitative en termes d'encodage vous semble suffisante aujourd'hui sur les sites de streaming ou les sites de vente ? Ça dépend lesquels, parce que tu peux aussi moduler la qualité selon que tu sois sur ton mobile ou etc. Mais voilà, moi j'ai 2 mots pour vous, Sonos plus Spotify, problème réglé. Et qualité sonore d'enfer. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de truc à l'oreille. Il caresse à son banquier. Ouais, c'est ça, petite tape amicale là, sur la croupe de ton banquier en disant voilà, chouchou, ne t'inquiète pas, plaie d'argent n'est pas mortel. Ça fait mal, mais c'est normal. Je te rapporte un sushi de Tokyo. C'est ça, voilà. Je te rappelle, voilà. Mais non. Mais d'ailleurs, c'était l'une des avancées en fait de Spotify au lancement, c'était de dire, nous, on va faire du 384 kilobits et vous allez voir ce que vous allez voir en termes de qualité. Et de fait, c'est totalement remarquable. Deezer fait des trucs aussi qui en qualité sont pas mal du tout. Donc non, au début, c'est ça, la musique streamée. On se souviens-toi quand on écoutait au début des web radios, etc. Et où vraiment c'était du crin-crin, quoi. Genre, ah oui, tu vois, t'écoutes Fun Radio en 32 kilobits, bon, forcément.
ça donne envie d'acheter des CD, quoi. Et je pense d'ailleurs que c'était l'idée. Mais non, ça c'est résolu. Ça y est, on a maintenant. Quand tu vois ce que débite YouTube en termes de bande passante, servir de la musique, tu dis ça à Google, pour eux c'est du pouillème en plus, quoi. C'est pas grand chose. Voilà. Par contre, le modèle qui est intéressant, il faudra suivre parce que je pense qu'avec une match, ça devrait évoluer. C'est que contrairement aux offres de Google, on n'a pas parlé d'Amazon ce soir, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, à ce jour en tout cas. Voilà, ça c'est fait. On fait des MP3 non protégés les premiers quasiment. Oui, etc. mais il n'y a pas de, voilà, en termes d'offres. Ouais, en termes d'offres, c'est pas dément. Chez eux aussi, c'est une brique en plus, c'est pour dire ça y est, on le fait. Voilà. Contrairement donc à l'offre de Google, iTunes Match, donc ce qui est assez bluffant lorsqu'on l'utilise, c'est que donc vous rapatriez, il scanne votre bibliothèque musicale et iTunes Match, et donc là instantanément, il vous propose les morceaux à télécharger, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de les uploader, ces morceaux. Et par contre sur Google, c'est le cas, mais enfin. Il faudra qu'on l'essaye, puisque vous savez, Google, on n'a pas eu le temps, ça vient de sortir. Aujourd'hui. Alors, l'offre de vente de musique, mais l'offre de stockage de musique de Google, elle marche partout, non ? Ouais. Non, ça marche partout, mais l'offre de. Non. Pardon. Si tu vas sur musique.google.com, t'es stoppé net par le pirate du net. Je devais avoir le VPN lancé le jour où j'ai testé. Voilà, si tu as un VPN. Bien sûr, on a fait à peu près le tour, même s'il y a beaucoup à dire. Non, on n'a pas fait le tour. Juste un truc, il manque une offre en fait dans toute cet éventail d'offres entre le stream, j'achète, je m'abonne, je le mets dans mon mobile, je le paye sans faire attention, etc. C'est ce qu'a fait Microsoft avec son service Zune aux États-Unis, où eux ont fait une offre hybride et qui est un truc, tu vas voir, et qui est un truc qui, je pense, manque parce que de fait, ces offres d'abonnement, il y a des gens qui reculent devant en disant ah bah oui, mais moi je veux être propriétaire de ma musique. On aurait pu inviter Emmanuel Torregano qui nous aurait fait ça encore avec brio en disant quoi, mais tu te rends compte, tu n'es pas propriétaire de ta musique, mais ça sert à quoi de payer alors ? Bah je sais pas, tu payes le métro, t'es pas propriétaire de la RAM, t'en as rien à foutre. Donc voilà. De toute façon, mais non, tu n'es jamais propriétaire. Parce que ta musique, tu peux pas la revendre, tu peux pas la filer à tes potes. Alors, que nenni. je vais y revenir. Mais alors, l'offre de Zune, c'est tu t'abonnes, t'as accès à toute la bibliothèque de machin sur ton Zune, sur ton Zune. Ça c'est fait aussi. Des profondistes le Zune. Dommage, moi j'aimais beaucoup le Zune. Et mais en plus, tous les mois, tu as le droit, je me souviens plus, c'est 10 ou 25, tu as le droit de télécharger de manière définitive en MP3 pas protégé, sans DRM, etc. Je sais plus si c'est 10 ou 25 titres pour te construire une bibliothèque musicale avec les trucs que tu as préférés ce mois-ci, l'album ou les 2 albums que tu as aimés, etc. Et c'était pas plus cher et je trouvais ça intelligent parce que de fait, ça permettait de se dire bon ok, je suis abonné, j'ai accès à tout, mais le jour où on me coupe l'abonnement, bah j'aurais pas tout perdu parce que j'aurais 10 ou 25 chansons fois X mois d'abonnement. Ça devait être un gouffre. Pourquoi pour Microsoft, ils devaient perdre de l'argent à chaque. C'est pas grave, ils en ont plein de côtés. C'est pas grave, c'est vrai qu'ils ont plein, tu sais, Office. Oh yes, they are full of tunes. Non mais de fait, il y a des trucs que seul Microsoft pouvait faire et ça ils l'ont fait. Alors sur le côté, tu n'es pas propriétaire de ta musique, il y a un service qui vient de se lancer aux États-Unis qui s'appelle redigi.com, redigi.com. Une faille juridique. Oui, c'est ça. Ils ont bien lu les 64 pages de conditions générales d'iTunes et en fait ils se sont dit mais attendez, mais une fois que tu as acheté ta musique, elle t'appartient. Si elle t'appartient, tu peux donc la revendre. Et si tu peux donc la revendre, revendez-la chez nous. Et en fait, sur le papier, ça pourrait marcher, sinon qu'évidemment, bizarrement, les avocats des majors et de l'industrie du disque ont une autre interprétation du texte. Enfin, on rentre dans un débat d'experts. Parce qu'en fait... Là, ils en ont vendu plein. Parce qu'en fait, Redigi, d'abord, s'assure que, là, pour le coup, la piste que tu essayes de vendre est bien une piste que tu as achetée sur iTunes et pas juste un MP3 que tu as téléchargé ou que tu aurais même compilé à partir d'un CD. Et donc, ils le valident et ils transfèrent après la piste dans un autre format, machin, sur leur site, etc. Et là, dans le transfert, la copie, etc., il y a peut-être un problème de licence. Et puis, voilà, qui fait que toi, tu n'as plus le droit de l'utiliser après, une fois que tu l'as vendu. Et d'ailleurs, de fait, c'est-à-dire qu'au moment où il la transfère, il l'efface de ton disque dur. En fait, la faille juridique, c'est de dire que une fois que on a acheté un titre, qu'il est utilisé, il n'y a plus de protection, il n'y a plus de besoin de payer les ayants droit. Voilà. Donc, en résumé. Hein. Comme un livre. Quand tu revends un livre, tu revends un livre. C'est qui revend les MP3. C'est malin, c'est rigolo, mais c'est un pouillème de l'usage. Et puis, de vous à moi, tu prends le truc, tu le mets sur un disque dur externe, et voilà, c'est fait. Ça marche aussi. Mais c'est pareil avec iTunes Match. iTunes Match, tout le monde va.
Les gens vont tester, ils vont créer des faux fichiers texte qui font 2 mégas. Ils vont ajouter le header qui va faire le ID3 tags pour voir si iTunes Match va le reconnaître. Bon, ça c'est de la soupe de geek. Soyons sérieux, mes amis. Je suis d'accord avec le docteur Odara. Ça va rester de toute façon du pouillem de machin. Qui va aller revendre du MP? T'imagines, tu vas aller sur un site, mais pour acheter combien tes pistes? 30 centimes de moins, enfin, tu vois, c'est de fou, quoi. Oh, les crevards. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, c'est vraiment, on va dire que ça va être un marché de niche très intéressant, hein, mais je pense limité en termes d'impact. Il n'y a pas de troc MP3, un truc comme ça pourrait être bien aussi, tu troques tes pistes. Voilà, c'est ça, voilà. Alors, moi, je te file René Lataupe, toi, tu me donnes l'album de Noël de Justin Bieber, enfin, on va être très heureux ensemble. Excusez-moi, d'ailleurs, pour parler de disques, il y a l'album de Gérard Lenormand qui est sorti la semaine dernière. Et non, mais vraiment, je vous le conseille. Hein. Il est très mignon sur la photo, c'est l'album de Noël. Ah, il a beaucoup fait de promo, hein, mais pas chez nous. Messieurs, on va passer à vos questions coup de cœur. Messieurs, dames. Je sais pas, il faut que je m'habitue. Première question de Chuck ou ok, hein, c'est pas évident. Peut-on faire croire à Apple de la présence d'un certain morceau dans notre bibliothèque pour iTunes Match en jouant sur les tags? À votre avis, Julien? Alors je vais rephraser la question d'abord. En clair, est-ce qu'on peut faire un faux MP3 qui sera reconnu comme un vrai par Apple, qui en échange vous donnerait le vrai MP3 du faux? C'est ça. En gros, lui filer un faux billet de 100 et il vous en donne un vrai à la place tout neuf. Exactement. Alors, Julien. Alors, je sais pas, a priori, si j'étais programmeur, je l'ai été à une époque et assez mauvais d'ailleurs, si j'étais programmeur, je crois que je m'amuserais avec des copains à essayer de trouver une source de métadonnées, je pomperais ces métadonnées, je les mettrais au format ID3 qui est le format des MP3, et je créerais des fichiers dummies sur lesquels j'ajouterais un header avec ces tags ID3 pour faire croire à Apple et éventuellement me retrouver et passer de 0 à 25 000 titres tout de suite. Pour voir si Imaginez un truc où tout à coup vous pourriez lui dire je vais exporter mes playlists Spotify par exemple, ce qui est possible, en faire une liste et puis je vais les taper dans le fameux moteur de métadonnées amateur de Julien Odara qui va me créer plein de faux fichiers MP3 que je vais soumettre à iTunes Match qui va me donner les vrais en échange. Alors de toute façon il y en a qui vont faire ça pour la beauté du geste, hein, pour le sport. C'est que ça. C'est clair, et qui vont se retrouver, ça va être numéro 1 sur TechMeme, ça va faire des millions de clics sur YouTube, ça va faire une grosse conflagration où Apple va dire aux majors non, ne vous inquiétez pas, nous sommes... Non, d'abord Apple va rien dire pendant 10 jours, et au bout de 10 jours ils vont dire... Et tout à coup on va tous voir mise à jour d'iTunes, tiens, que se passe-t-il? Et enfin voilà, donc... Est-ce que c'est possible? Ça dépend de ce qu'Apple comment Apple a conçu son système, mais c'est vrai que vu qu'Apple est censé pouvoir accepter n'importe quel type de MP3, quel que soit le format, le machin, la provenance, etc. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'amuser. Exactement. Il y a pas mal de gens qui vont mettre à l'épreuve le système. Autre question d'Algernon ou Algernon W. Vous avez parlé dernièrement des technologies qu'Apple ne termine pas, FaceTime, AirPlay. On n'a pas forcément parlé de FaceTime et d'AirPlay, mais c'est vrai que M. X, on en a parlé dernièrement. Ne serait-ce pas un lien avec la fameuse TV d'Apple dont rêve Cédric et moi aussi, dit notre internaute. Bon, d'abord, notre auditeur part du principe que internaute. Part du principe que la TV d'Apple va exister, parce que moi je ne le reprends pas. Contrairement à Cédric et à Olivier. De peu de foi, je n'ai rien d'autre à dire. Mais dans cette hypothèse-là, c'est une brique indispensable. Maintenant, tout n'est pas fait chez Apple pour que cette télé, si elle doit arriver un jour, soit un truc merveilleux. Ils ont un business de la musique à tourner, donc je pense que iTunes Match, c'est d'abord iTunes Match, et comme on l'a dit, une manière un petit peu d'essayer de rattraper le retard sur Spotify, Facebook. Moi j'ai une hypothèse, je suis jamais à court d'une hypothèse, hein, mais
On demande depuis le début, on dit au lancement de FaceTime, ils ont dit ce sera une technologie ouverte, d'autres développeurs pourront intégrer FaceTime à leurs applications, à leurs appareils, etc. On va en faire un standard du marché, ce n'est pas arrivé, ça fait 1 an et demi, on commence à s'impatienter un peu, mais du coup de fait, la télé d'Apple serait peut-être un bon début d'explication à cela, parce que avant de libérer FaceTime, de le libérer de ces chaînes qui le retiennent uniquement dans l'enceinte de Cupertino, ce serait assez logique, parce que FaceTime sortirait d'abord sur la télé d'Apple, parce qu'imaginez, si aujourd'hui ils libèrent FaceTime, c'est-à-dire que demain Sony, Panasonic, LG, Samsung peuvent mettre du FaceTime dans leur télé alors qu'Apple n'aurait pas encore sorti la sienne. Je pense que c'est insupportable intellectuellement pour Apple. Donc oui, la question de notre ami sur Twitter, elle n'est pas idiote du tout. Peut-être que finalement la télé d'Apple est l'explication du retard à l'allumage de l'ouverture de FaceTime au reste du monde. Bien, et dernière question, alors je me remets en d'équerre. Et dernière question, bon, il est tard, donc allons-y, on n'est plus à 5 minutes près. Je dis chaque semaine. Si, on est. Oui. Question pour Troumisor X de Quentin D. Monsieur X, pourquoi tu caches ton visage lors de la rémission? Mais je l'ai déjà eu plein de fois. Je l'ai déjà eu plein de fois cette question. Alors bon. Surtout que t'es beau en plus. Oh oui. Bah ouais, nous on te voit en vrai, il y a pas de cryptage. Beau ou pas avec le cryptage, tout passe. Non, mais il faut tout simplement dire. Non, attends. Je pose la question. Je pose la question très, comment dire, officiellement, très sobrement aussi. Fanny, tu le trouves comment, Monsieur X, en vrai? Ah bah ça va. Hein. C'est plutôt beau gosse, quoi. Mieux qu'encrypté. Beau gosse, hein. Mieux qu'encrypté. Il est mieux qu'encrypté. Oui, Monsieur X. Non, il faut simplement raconter qu'on a fait ça dès le premier épisode sur une idée de toi, Olivier, qui tenait de 2 choses. D'abord, c'est un peu une blague de potache, hein, et ça nous amusait quand même follement de faire ça avec moi de manière cachée. Et puis on a continué et ça nous plaît. Et puis autre chose, ça me permet sur un certain nombre de sujets d'être plus libre. Voilà. Donc c'est une bonne combinaison de ces 2 paramètres. Et comme on prend du plaisir, on continue. Bien. Alors, on va passer à vos coups de cœur. Alors, vos coups de cœur, on va commencer par les dames d'abord, à savoir Fanny, quel est ton coup de cœur? Alors moi, mon coup de cœur, pas mal du tout, la Xoom 2 de Motorola, la nouvelle tablette Android. Oh la vache, ça tablette, va pas. Vous commencez bon, merci. Apportez-moi un sac en papier. Non, je déconne. Je l'ai pas vu. Non, sans rire. Qu'est-ce que tu y as trouvé à la Xoom 2? Allez, raconte-nous. Sérieusement, hein. De Motorola. Non, la Xoom 2. Non, mais j'aime bien tout ce qui est tablette et franchement, j'ai mis du temps à me mettre à Android, mais là, pour le coup, ça y est. Moi aussi. Et j'apprécie franchement le petit format. Il y en a une petite toute mignonne et toute fine. Ouais, voilà, tu vois. C'est beau, regarde ça. C'est un bel écran. Hein. Moi aussi. Voilà. Mais bon, heureusement, j'ai aussi. J'aime toujours mon iPad, mais il y a des choses qui arrivent aussi sur les autres plateformes et voilà. Et là, le form factor, c'est bien, c'est beau, c'est fini, c'est propre, c'est léger. Donc l'écran, tu disais, c'est de quelle taille? C'est une bonne question. Il y a un 7 pouces à 10 pouces, non? Oui, il y a. C'est-à-dire, ça change d'Apple? Ça reste dans les critères d'Apple? Il y en a 2 modèles. Il y a 2 modèles. Il y a une 10 D'accord. pouces et il y en a une un peu plus petite. Hein. Ça doit être 7, parce que c'est quasiment taille standard. Zoom 2 Media. Ouais. D'accord. Donc ils essaient également de se différencier un petit peu d'Apple. Et en termes de prix, c'est à peu près la même chose, j'imagine également. Oui, c'est toujours un peu trop élevé. D'accord. Cédric, qu'est-ce que tu nous as trouvé de beau au Japon? Raconte-nous. Écoute, d'abord, je suis forcé. Si je le fais pas, je fais pas le job. Alors, où est-elle? Ouais. Regarde l'icône qui est ici. Regarde, tu la vois là? Regarde qu'elle est belle. Regarde. Mais c'est un Galaxy S2. Mais c'est un Galaxy S2. On refait le Mac sur un Galaxy S2. On m'a rien dit. Mais tiens. C'est une spéciale Android. Tiens, mais j'allais dire ça plante. Non, ça plante pas du tout. Voilà, l'application Refait le Mac est enfin sur Android. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Où vous retrouvez. C'est que pour toi qu'on l'a faite. Hein. Toute la playlist YouTube de tous les podcasts, avec en plus la capacité de laisser des commentaires derrière. Elle est simple, l'appli, mais voilà, à la limite, la simplicité finalement est une vertu. Et il faut remercier les équipes de Duo Apps et de Mixiachi, qui nous ont fait ça. La qualité de la vidéo est absolument
absolument remarquable. Il faut dire que ça utilise YouTube et que sans surprise, YouTube sur Android, ça fonctionne pas mal. Deuxième chose, si je suis à Tokyo cette semaine, c'est pour un salon qui s'appelle Interbi, qui est le salon des professionnels du broadcast, de la télévision. Donc c'est génial, il y a des magnifiques caméras 4K, 8K, il y a des serveurs d'images, il y a des trucs. Bon. Et puis il y a plusieurs trucs moi qui m'ont. Il y a plein de trucs où je me dis qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse. Enfin, pas à titre personnel. Il y a quand même 2-3 trucs où il y en a un, là j'ai failli l'acheter, c'est une petite boîte japonaise qui s'appelle Cerevo, C-E-R-E-V-O, qui fait un petit boîtier qui s'appelle le Live Shell. C'est un truc d'une simplicité d'évangile. Il y a 2 prises, je vous la fais rapide. D'un côté une prise HDMI, par exemple pour connecter une caméra, vous pouvez connecter aussi une caméra analogique, mais peu importe. Et de l'autre côté une prise Ethernet ou une prise USB où vous pouvez mettre un petit dongle Wi-Fi. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend l'image d'un côté, à l'intérieur ça l'encode, ça se connecte à Ustream et ça vous envoie l'image en live. C'est un boîtier qui permet de se connecter et d'encoder des vidéos sur Ustream, qui est ce grand portail de la télé en direct, directement, et de faire varier la qualité selon la connexion, etc. C'est d'une simplicité d'évangile, ça vous permet de faire du live de partout, parce qu'en plus ça fonctionne sur pile. Vous mettez 3 piles dedans, vous avez 3 heures d'autonomie, 3 heures de stream. C'est absolument dément, ça coûte à peu près, alors en yens ça fait ce qui nous fait 250 €. C'est fini les caméras HF à TF1, c'est fini. Ah bah là, d'un coup, ça fait réfléchir parce qu'un petit caméscope sur batterie HD avec à côté le petit boîtier où on règle son truc, etc. C'est d'une simplicité d'évangile. La startup qui fait ça ne fait que ça et elle le fait vachement bien. Ils sont forts en hardware, les Japonais. Ils sont vachement forts. Moi, j'aimerais bien que ça fasse d'autres trucs, mais bon, moi j'aime le côté spécialisé. Un appareil pour faire un truc, d'un coup, tu fais du streaming sans avoir besoin d'avoir un Mac ou un PC ouvert à côté. Je trouve ça, je trouve ça louable. Ça s'appelle le Live Shell et c'est fait par Cerevo, C-E-R-E-V-O, qui ont des bureaux juste à côté d'Akihabara, là-bas, dans ce quartier que Fanny connaît si bien. Monsieur Adara, quel est votre coup de cœur aujourd'hui? Mon coup de cœur de la semaine est une drogue. Oui. Une appli qui rend fou, qui s'appelle iBubble Shooter. Voilà. Non. Ça rend dingue. Ah, c'est vrai. Il passe ses journées à travailler, jouer à ça. Mais ça rend dingue ce truc. Voilà. Je vous conseille de ne surtout pas télécharger cette application. Ça rappelle un peu Puzzle Bobble de la grande époque, sauf que là c'est tactile. Ne la téléchargez pas. Ça vaut combien ? Ça rend dingue. Ça vaut, je crois, 1,29€. Donc quelque chose de très 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 cher. Et ne la téléchargez pas. Voilà, c'est complètement addictif. Voilà, moi je suis addict. Monsieur X, pour conclure, quel est ton coup de cœur? Non, il y aura le tien aussi, Olivier. On va te laisser parler, rassure-toi. Ah merde, c'est vrai. Crotte. Mon coup de cœur, moi, c'est simple. On a parlé musique. Donc, la moitié de mon coup de cœur, c'est le meilleur de la musique, à savoir un groupe, AC/DC, qui est vraiment, pour moi, une référence absolue. Et puis, le meilleur d'Apple, de l'autre côté, c'est l'iPad et l'iPhone. Et les deux se sont rencontrés cette semaine pour nous sortir la version officielle du flipper AC/DC sur iPhone et iPad. Donc la réplique un petit peu augmentée, mais quasi exacte du fameux flipper AC/DC qu'on a connu il y a 20 ans de ça. Le grand qu'il y avait dans les cafés. Et vous pouvez donc revivre pendant des heures vos parties endiablées sur ce flipper avec un principe simple. Plus vous faites de points, plus vous débloquez de musique. Aux alentours de 4,5 millions, vous débloquez Highway to Hell après le multiball. Ça, c'est une petite astuce. Des heures de fun et bonne musique en perspective. Mais si tu prends un allume-gaz, piézoélectrique sur ton iPad, ça te fait des parties gratuites. Ouais, tu peux le tilter. Non, je déconne. Monsieur X, si je puis me permettre, je crois que AC/DC n'est toujours pas en vente sur iTunes. Non, absolument. Mais nulle part d'ailleurs, Julien, c'est une bonne remarque. C'est un des derniers gros groupes avec peut-être Elton John, mais tu connais ça mieux que moi. Led Zeppelin, qui refuse de vendre sa musique en numérique. En revanche, on a le flipper dans l'App Store. Si vous aimez les flippers et si vous aimez AC/DC, voilà, ça doit faire partie de votre top 5 des applications avec ORLM, bien sûr. Évidemment. Je veux mon neveu. En ce qui me concerne, moi j'aime bien toujours tout ce qui est matériel, donc je vous ai réservé ça. Alors je peux pas vous le montrer en vrai puisque regardez, on me l'a fauché. Donc la boîte est vide. Qu'est-ce que c'est ? C'est un clavier pour iPad 2. Quand vous le mettez en forme de coque, ça ressemble à ça. C'est pas évident de faire le calme, mais ça va vous le présenter en vidéo. Et surtout, une fois qu'il est ouvert, ça ressemble à ça. On va y arriver. Voilà, ça ressemble à un MacBook Air. Le clavier est percé.
C'est vachement bien fait, c'est très design, c'est vraiment complémentaire de l'iPad. Ça le protège donc également lors des transports. C'est Bluetooth, tout ça. J'ai pas le prix, je crois que c'est moins d'une centaine d'euros. J'ai pas bien travaillé ce soir. C'est Novo Audio qui fait ça. Novo Audio Smart Keyboard, c'est vraiment très bien pour Noël. Ça va faire plaisir à des gens qui ont des iPad 2 et surtout on peut vraiment taper avec un clavier type Apple, donc le clavier percé avec un côté d'aluminium et le plastique tout autour. Très bien. Voilà, merci messieurs dames d'avoir participé à ce 80e déjà épisode d'On refait le Mac. Beaucoup de plaisir de vous retrouver chaque semaine, notamment Cédric Agrand que vous pouvez également retrouver dès samedi dans Plein Écran sur LCI, n'est-ce pas Cédric? On va parler du Japon déjà Non, on parlera du Japon la semaine prochaine. Cette semaine, on va parler de réseaux sociaux nouveaux et intéressants. Food Reporter qui est aussi une app, etc. Et de Plémy qui est un réseau social qui permet de faire venir dans sa ville de jeunes artistes. C'est bon, mangez-en. Fanny, on la retrouve tous les jours sur son blog, Fanny's Party, c'est bien ça, .com. Voilà, Fanny. Et à la Fanny's Party aussi, la soirée pour les geeks. Alors, tu nous expliques un petit peu ce que c'est les Fanny's Party? C'est une soirée qui a 8 ans, qui est organisée... J'espère que je serai invité. Mais on s'invite, figure-toi, il suffit de venir s'inscrire sur le site, il n'y a pas besoin d'être invité. Non, j'ose pas, moi. Tu sais, moi je suis corse, ça ne m'invite pas, je ne viens pas. Donc c'est comme pour les vampires, la porte est ouverte, tu peux venir. Tu as le droit de rentrer. Voilà, c'est une soirée pour les geeks, il y a plein de produits à voir, il y a plein d'échanges, c'est très marrant. On boit une bière ou un bon coca et on se marre bien. Et on découvre des produits, on découvre des produits. Là, on pourra avoir des Lumia 800, des Motorola, des Nokia. De produits, ouais, et du Nokia, ouais, quand même encore. Ah, mais il est réussi, bon. Hein. C'est bon, mangez-en. Ouais, il est beau, il est très beau. Non, mais voilà. Bien. Donc venez. Vous êtes tous cordialement. Voilà, on sera présents et sera tous venir en même temps, ça sera rigolo, comme ça, ouvrir la tête de Monsieur X. Il mettra sa mire pour venir, ça sera rigolo. Julien, j'espère te retrouver bientôt. Ça fait un grand plaisir d'être avec nous, que tu sois avec nous ce soir. Parle vite, il est tard. Eh bien, merci de m'avoir invité. Et pour ceux que ça intéresse, les délires un peu tordus autour de la musique et de l'industrie en général, j'écris sporadiquement sur un blog qui s'appelle themediacrash.com. Voilà. Je l'ai pas dit. Et voilà. Et en général. Sur Twitter aussi. Et sur Twitter, @Odara. Voilà. Mais allez voir le blog, c'est assez tordu. Voilà. Je peux en témoigner. Alors, et derrière invité, monsieur X, que vous retrouvez chaque semaine dans sa cuisine et sur True Mr. X. Bonsoir Olivier, à la semaine prochaine. Voilà. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.